Bonsoir à tous et merci d'avoir pris un petit peu de temps pour venir échanger avec nous autour de cette campagne des législatives. Donc j'ai le plaisir d'accueillir François Bonneau, président de région, et puis nous allons avec Mélanie Fortier animer cette soirée tous les deux, se relayer, et puis surtout donner la parole à François, mais je pense qu'on n'est pas excessivement nombreux. C'est aussi d'avoir un temps d'échange, hein, c'est pas de subir des discours, je sais ça, mais tout le monde sait que je suis bavard, donc je vais essayer de me contrôler. On a choisi de faire cette réunion à cet endroit, l'espace Gentiana, puisque pour Mélanie et moi, c'est un peu la frontière, hein, qui est, voilà, parce que vous savez que Tours-Nord est divisé en deux du point de vue des circonscriptions. Avant, ça correspondait aux deux cantons. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul canton, mais voilà. Donc, vous avez l'avenue de Maginot, elle porte bien son nom, c'est la ligne Maginot qui sépare entre la première circonscription à droite et la seconde circonscription où Mélanie est candidate. J'en profite pour saluer aussi nos suppléantes, donc Sylvie Azot pour Mélanie Fortier et Florence Zulian qui m'accompagne dans ce combat. Je salue aussi, bien évidemment, la présence de Frédéric Thomas. Je vous remercie d'être avec nous ce soir et de participer à ce débat. Je vous propose simplement de dire quelques mots, Mélanie aussi, et puis nous donnerons la parole à François. Et puis, je crois que, comme je l'indiquais, ce qui est important, c'est que nous ayons un échange. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous avons vécu une campagne présidentielle un peu surprenante, un peu étonnante, qui débouche finalement sur une situation politique assez inédite dans notre histoire. On est habitué que ce soit un affrontement de deux blocs. Le fait que le pays, finalement, en partie, ait voulu résister à Marine Le Pen. Aussi, la situation de la droite avec un candidat embourbé dans des affaires a conduit à un résultat très, très large, 2 tiers, 1 tiers en faveur du président maintenant Emmanuel Macron. Mais peut-être que les 66% qu'il a récoltés sont quand même plus larges que son socle, et même peut-être que son résultat du premier tour. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que donc ce sont les législatives qui vont donner la véritable orientation de la politique des mois à venir. Alors on a bien compris qu'il y a de bonne guerre, que le président Macron et puis ceux qui sont autour de lui, ceux qui l'ont rallié, plus ou moins vite, bien finalement. Ah, il y a des problèmes dans les coulisses. J'espère que je regarde si l'écran tient bien. Ouais. Je dis ça, c'est pour Mélanie, mais elle n'est pas tout à fait en dessous. Donc, je dirais que se sont ralliés plus ou moins experts à avoir une majorité absolue, ce qui réglerait leurs problèmes. Moi, pour ma part, je ne suis pas persuadé que ça soit une bonne chose pour le pays. Je le dis d'autant plus que on ne pourra pas me retirer ça. Je l'avais dit, ce qui est plus paradoxal, il y a 5 ans, en disant, même si moi j'étais candidat avec le Parti socialiste et était en passe très bien positionné après la victoire de François Hollande, même à l'époque, j'avais dit, c'est pas forcément une excellente chose d'avoir la majorité absolue. Parce que quand un parti où le président a la majorité absolue, déjà que le pouvoir parlementaire est quand même assez rationalisé, on dit dans les écrits de droit constitue, il se sent avoir tous les pouvoirs. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que on croit pouvoir tout faire passer sans vraiment discussion. Et puis parfois ça sème aussi, comme le groupe majoritaire, s'il a la majorité absolue se croit tout permis, il se divise un peu aussi, il faut avouer qu'on a vécu ça aussi. Et alors là, on aurait un groupe de surcroît, on n'est pas sûr qu'ils se connaissent tous. Nous, on était tous de la même bande, si je puis dire, et déjà, c'est compliqué. Mais alors là, je veux dire, hein, là, je pense qu'ils sont quand même d'horizons très, très différents. Je pense que ça ne serait pas un bon système pour notre pays. Et je crois que c'est le sens de notre démarche, de cette campagne que nous menons, de dire, bien évidemment, face à la montée des extrêmes, je l'ai dit, face à l'urgence des problèmes qu'il y a à gérer, notamment la question climatique qui doit amener à prendre des décisions. De ce point de vue-là, je pense que le pays est content de voir comme ministre Nicolas Hulot,
Après, il va falloir voir comment il se met dans le costume de ministre face à la question du terrorisme qu'on a un peu perdu de vue, mais quand même qui est toujours présente. Évidemment, je crois que tout le monde, tous les Français, souhaitent que ce quinquennat fonctionne. Mais après, pas à n'importe quel prix. Et donc, il est important qu'il y ait un groupe d'élus, de parlementaires, de gauche, qui puissent peser sur les décisions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois cette élection. Et c'est pour ça que ça peut paraître étrange, mais puisque le président a décidé qu'il était ni de droite ni de gauche, ou de droite et de gauche, même s'il m'a échappé quand même que le Premier ministre, il est quand même, lui, franchement de droite. Qu'on est dans les institutions de la Ve République et qu'il a déjà dit, moi je suis un homme de droite, puis après, le lendemain, il dit, c'est moi qui vais mener la majorité. Alors après, ils ont dit qu'il y avait un petit problème parce qu'on avait quelqu'un qui menait la majorité, mais n'était pas membre du parti qui est censé être majoritaire. Alors qu'évidemment, là, donc, depuis ce matin, on nous explique, si, il est quand même en marche. Mais bon, on est dans une situation un peu compliquée. Et moi, je dis, s'ils sont ni de droite ni de gauche, moi, je suis ni de la majorité ni de l'opposition. C'est-à-dire, je jugerai sur pièce et vous verrez. Moi, je vais vous distribuer dans les jours qui viennent, à partir du milieu de la semaine, un document plus précis que ce que vous avez eu pour le moment. Et je dis clairement, moi, ce que je défends, j'en dirai un mot, et puis ce à quoi je m'opposerai, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je pense que remettre sur le tapis, par exemple, la question de la loi travail, déjà qui nous a disé profondément, qui nous a épuisé, et à la fois sur la forme et sur le fond, et notamment le faire par ordonnance, me paraît pas souhaitable. Sur le fond, je pense que c'est pas souhaitable parce que confier, détricoter les conventions collectives en disant c'est dans les entreprises que tout joue. Moi, je suis un spécialiste des rapports avec syndicats, je suis extrêmement favorable au dialogue social, bien évidemment. Mais c'est pas ça le sujet. Je suis pour qu'il y ait le meilleur dialogue social possible dans l'entreprise. Mais dire qu'au niveau de l'entreprise, on peut avoir des accords qui soient dérogatoires par rapport aux conventions collectives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, on détricote les conventions collectives. Alors qu'il puisse y avoir des lourdeurs dans notre pays, qu'il y ait nécessité peut-être de simplifier le code du travail, qui est un peu complexe parce qu'on rajoute des pages, mais le détricoter me paraît pas une bonne chose. En tout cas, c'est un débat qu'on doit avoir. Et dire, je vais avoir une majorité, pour le dire un peu de manière caricaturale, je franchise toute une série de gens dans les territoires en les sélectionnant sur CV. Ils vont arriver à l'Assemblée, ce qu'on va leur dire, bon les gars, vous nous votez une habilitation pour modifier tout ça par ordonnance. Je pense que moi, je ne me retrouve pas dans cette démarche-là. Après, sur les autres sujets, écoutez, il faudra voir, comme je disais, au cas par cas. Alors, à côté de ça, moi, je voulais juste dire un mot sur quelle perspective. Parce que c'est ça la question. Alors attendez, vous n'êtes pas dans la majorité, vous n'êtes pas franchement dans l'opposition. Moi je le dis sincèrement ce soir, au moment où nous sommes, je crois qu'il faut reconstruire une forme de gauche. Voilà, le Parti socialiste est en grande difficulté. Moi j'y reste fidèle parce que voilà, c'était un engagement et je pense qu'il faut être fidèle. Alors certains maintenant les gens ils parlent de courage. Bon, faut peut-être rien exagérer. Enfin quoi que des fois on se demande. Mais parce que voilà, je me suis engagé dans ce parti il y a 30 ans, j'en connais les difficultés. Ça fait des années que je dis qu'il faut le rénover. Là, je crois qu'on n'aura pas hésité, on n'aura pas le choix. Alors, je dis à l'aise devant Mélanie, puisqu'elle n'est pas du même parti. Et je pense, par contre, et là, on pourra sûrement se retrouver, qu'il faut reconstruire quelque chose. Il faut reconstruire une force à gauche sur des idées assez simples. Sur les idées, et vous les retrouverez aussi dans mon projet, de l'emploi et du système social. C'est ça notre sujet. Comment avoir une économie compétitive qui génère de l'emploi et en même temps, comme dans le reste de l'Europe, et c'est notre force aussi, avoir un haut niveau de protection sociale. La question, c'est comment on finance cette protection sociale. Et moi, voilà, je ne suis pas pour dire rien ne doit bouger, tout était parfait quand on était à sortie de la guerre, et puis plus rien ne doit bouger, mais je ne suis pas non plus pour cette forme de social-libéralisme où on nous explique qu'il faut petit bout par petit bout revenir sur l'individu et puis s'auto-assurer de plus en plus. Moi, je pense au contraire qu'il faut avoir des garanties collectives. On arrive à les individualiser de plus en plus. Et c'est tout le travail, je ne vais pas le développer, qu'on a fait autour des comptes personnels de formation, comptes pénibilité, etc. Mais ça, là,
des vraies avancées qu'on n'a pas assez expliquées d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a fait, dans le domaine de la sécurisation des professionnels, ce qu'a fait le Conseil national de résistance sur la santé. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des mutuelles liées à votre entreprise, etc., pour la retraite, pour la santé, etc. Puis à la sortie de la guerre, alors qu'on est en difficulté, on a réussi à dire, ce système, on le généralise. C'est-à-dire que les droits, ils sont plus liés aux salariés, à votre relation à l'entreprise, mais ils sont liés à la personne, voire ils sont extensibles à votre famille, à vos enfants, etc. Il faut faire la même chose sur la sécurité sociale professionnelle. Et c'est ça qu'on a fait avec les comptes. C'est-à-dire que le fait de travailler vous donne des droits sociaux, mais qui ne sont plus liés à l'entreprise, qui sont transposables parce qu'ils sont gérés, comme la Sécu, dans un compte extérieur, donc garanti collectivement. Et moi, je serais très attaché à ces choses-là. La deuxième chose, et c'est pour ça que j'avais fait venir Pierre Laroutourou, pour montrer qu'on peut penser un peu différemment, une sorte d'orthodoxie qui s'impose à nous. La deuxième chose, et on en discutera la semaine prochaine, je fais venir Jean Jouzel, sur les questions climatiques, donc je ne vais pas les développer là. Le troisième sujet, c'est les questions de la République et de la démocratie, qui paraissent très importants. Je crois qu'il y a à la fois un besoin de réaffirmer la République, les questions de laïcité ont été au cœur des débats ces derniers mois, et finalement de manière intéressante, ça ne défraie plus la chronique, mais je crois que le pays, là-dessus, a mené un vrai travail, une vraie réflexion importante et constructive. Sur la démocratie, bon voilà, je pense qu'il y a un besoin de renouvellement, il y a un besoin de transparence. Moi, j'y ai participé. On a plutôt voté des lois dans ce sens-là. On est aussi un quinquennat où il y a eu des affaires, certes, mais parce que on a joué le jeu de la justice, parce qu'elles n'ont plus été étouffées les affaires, et ça paraît sur développer les formes de démocratie participative, ou moi je préfère délibérative. C'est-à-dire, moi je suis pas pour on élit quelqu'un, que ce soit le président ou le député, puis voilà, après c'est l'homme ou la femme génial qui va tout résoudre, qui va tout porter, etc. Moi je pense qu'on est que représentant d'une force collective. Et c'est pour ça que je souhaite mettre en place autour du député un dispositif, une sorte de conférence de citoyens, d'une quarantaine de citoyens, un peu à l'image de ce que j'ai fait ce que j'avais lancé en 2003, et je crois qu'il est apprécié par les Tourangeaux, les conseils de la vie locale, c'est-à-dire les personnes sont volontaires, puis après s'il y en a plus que le nombre prévu, on tire au sort, voilà, tout en veillant à ce qu'il y ait la parité, qu'il y ait chaque secteur de la ville qui soit représenté, et puis faire une petite conférence citoyenne de personnes qui pourront travailler avec le député. Alors travailler sur quoi et comment? Simplement travailler sur toutes les interpellations qu'on reçoit, pour les trier un peu, regarder, voilà, s'il y a des choses qui ressortent beaucoup, comment on peut travailler, les reprendre, inciter le député à les travailler plus en profondeur. Mais aussi, deuxième élément, on ne le voit pas très bien, c'est le deuxième point, c'est mettre en place des ateliers législatifs. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs collègues de dire comment on peut faire un parlement ouvert, c'est-à-dire de mieux associer les citoyens et pas simplement d'être tous les 5 ans on vote. Alors on vote, vous voyez, c'est compliqué, c'est dans la suite des présidentielles, ça se joue parfois sur des anecdotes, et puis après le gars on le revoit pas. Non, de pouvoir là, sur la base du volontariat, un samedi de temps en temps, ça peut être organisé par la conférence citoyenne, et puis on se réunit sur un projet de loi qui va venir en discussion. C'est à la fois un travail pédagogique, ça permet d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, et puis aussi ceux qui sont intéressés par le projet de loi, moi c'est pas un truc sur la petite enfance, les gens, ils viennent et puis ils défendent leurs idées jusqu'à préparer des amendements avec le député. Ou à l'inverse, même aller plus loin, être sur une proposition de loi. C'est-à-dire de dire, il y a eu plein de remontées de terrain, et pourquoi on ne traite pas ce petit problème. Vous savez, les enfants, ils arrivent à le faire dans un dispositif qui s'appelle Parlement des enfants. Donc pourquoi nous, qui remonte une fois par an à l'Assemblée, je pense qu'on pourrait, au niveau de la circonscription, le faire. Et puis le troisième élément, c'est de gérer la réserve parlementaire. Voilà, tout le monde en parle, il y a plein de fantasmes là-dessus. Vous savez qu'on dispose non pas d'une cagnotte, mais d'un droit de tirage sur des subventions. Plutôt que ce soit le député qui, dans l'arbitraire, décide
que voilà, je vais donner un tel, parce qu'ils sont gentils, ils vont voter pour moi la prochaine fois. Bon, faut pas faire ça, hein, ça marche jamais. Hein. Les gens, une fois qu'ils ont le pognon, ils votent plus. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était pour voir si vous suiviez un peu. Mais que ça soit là aussi l'objet d'une délibération collective, qui est une analyse des projets, et je crois que ça serait bien. Donc voilà, moi, un peu le dispositif que je propose. Et puis, j'y ajoute, puisqu'on est beaucoup interpellé par courrier, par mail, j'ai trouvé une petite application numérique. Alors, je présente plus le film hein, parce qu'il fait peur à tout le monde. Donc, une petite application numérique, vous pouvez y aller, ça s'appelle Stig, et puis vous pouvez vous inscrire. Alors, vous pouvez mettre des idées en débat. Et vous dites, voilà, moi j'ai une idée, je pense qu'il faudrait faire ça. Et là, c'est intéressant parce que, Mélanie, tu verras, quand tu seras élue, on est interpellé, mais tous les jours. C'est incroyable, le courrier, les mails, que ça. Et les gens, ils préparent, ils nous interpellent, ils font ça bien, ou dans la rue, ou ils demandent un rendez-vous, ils ont préparé ça, et ils pensent que leur sujet, c'est le sujet quasiment le plus important au monde. Mais c'est normal, tout le monde est comme ça. Et des fois, on n'ose pas leur dire, ouais, enfin bon, c'est super intéressant, mais vous savez, j'ai vu d'autres gens qui pensent du tout la même chose que vous, et il faudrait le mettre. Et là, il y a un intérêt, parce que la personne lance, parce que vous allez me dire, c'est quoi de plus que le téléphone, ou que le mail? C'est que là, vous lancez votre idée, et elle est mise en discussion immédiatement. Donc vous voyez, il y a des gens qui peuvent s'y opposer, il y a des gens qui amendent. Et l'intérêt de cette application, c'est que là, vous pouvez lancer des idées géniales pour le pays entier, mais vous pouvez descendre au niveau de la circonscription. Alors moi, c'est possible parce que la circonscription, c'est la ville. Alors, ils n'ont pas encore fait ça. Donc je suis le premier député à avoir cette application qui s'appelle Stig. Donc vous verrez, dedans, il y a un petit compte Atelier Citoyen et vous pouvez mettre en discussion des sujets. Et après, il y a plein de possibilités. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, j'ai été beaucoup trop long, mais dans les thématiques, et je finirai là-dessus. Moi, je vous l'ai dit, il y a la question de l'Europe et la question, pardon, je voulais venir à l'Europe, la question de l'emploi et de la protection sociale, la question de la République et de la démocratie, la question de l'écologie, et je crois que c'est sur ces thèmes-là qu'on doit refonder donc un parti de gauche qui ressemble à quelque chose. J'y ajouterai bien évidemment la question de l'Europe, parce qu'elle, on a bien vu qu'elle était au cœur du débat présidentiel. Comment construire l'Europe? Je crois moi je suis un militant de l'Europe, mais en même temps je suis excessivement déçu par telle qu'elle se présente, mais je pense que quand même c'est notre avenir, et c'est là qu'on peut construire quelque chose, qu'on peut reconstruire une république sociale écologique européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, de la même manière qu'on a fait l'Europe économique avec des critères de convergence, il faut faire une Europe sociale avec un socle des droits fondamentaux. Moi, j'ai travaillé là-dessus avec une assurance chômage européenne, avec un salaire minimum européen au début fixé dans chaque pays, mais qui vont converger. C'est ça qu'on doit arriver à faire, et avec, comme on dit, un peu techno, une convergence ascendante, c'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas que ce soit un nivellement par le bas, il faut que ce soit, comme pour l'économie, faire des critères de convergence qui remontent le niveau de chacun et arriver à faire une véritable Europe sociale, et puis aussi une Europe politique en ayant un Parlement de la zone euro. Et puis le dernier point. Alors celui-là, et c'est pour ça que je souhaitais qu'on ait une soirée avec François Bonneau. Celui-là, moi je suis très frappé, et je vous dis sincèrement, il a été quasiment absent de l'élection présidentielle. C'est l'enjeu des territoires. Moi, j'ai une inquiétude, je veux dire pas indifférent, une inquiétude avec le président de la République, c'est qu'il a une approche, je veux dire, on peut dire très centralisée, très vue de Bercy, si je puis dire, et dans ses choix, et les territoires, on a l'impression que ça n'existe pas. Alors que nous, la gauche, on a porté ça dans ce pays. On a porté la décentralisation. Voilà, mettre les décisions plus près des citoyens. On a porté les régions, faire évoluer les départements. Là, on a construit les métropoles. Alors, il y a débat. Certains disent, non, les métropoles, au contraire, ça va éloigner. Mais c'est un débat intéressant. Mais ça, c'est un débat qui doit être porté. Donc, je pense que c'est bien qu'avec le président de région, on évoque ça, parce que alors là, on a l'impression que Emmanuel Macron se demande si pour lui, les régions, ça existe quand même. Hein. Et il y a des mesures qui s'annoncent aussi. Vous voyez, par exemple, sur la suppression de la taxe d'habitation. C'était très habile de dire ça. Pourquoi? Parce que ça permettait de dire je la supprime pour 80% des gens. Donc ça permettait quasiment, d'ailleurs on l'a vu dans des débats, puis après ils ne savaient pas quel montant c'était, mais de dire à tout le monde, vous voyez, ça va baisser vous. Ah vous avez une taxe d'habitation, ça va baisser. Donc évidemment, en tant que citoyen contribuable, ça touchait tout le monde. Mais en même temps, c'est quand même une remise en cause de décentralisation. Ça veut dire qu'on ne permet plus aux communes. Alors déjà, les régions elles ont une marge
étroite, puisque c'est beaucoup de dotations, on revient en arrière sur l'autonomie financière des communes. Alors, je dis pas que la taxe d'habitation, c'est excellent. Elle peut avoir des injustices. Mais quand même, attention à ce phénomène qu'on vive pas une grande recentralisation. Moi, c'est pas un procès d'intention, c'est une inquiétude, mais je la mets au débat parce que je pense qu'au cœur de la gauche, en tout cas tel que je la conçois, il y a un processus d'émancipation. Alors, j'aurais pu parler de l'école, je vous en fais grâce pour ce soir, mais le processus d'émancipation, on le retrouve aussi dans la liberté donnée aux territoires de se gérer eux-mêmes. Et puis je crois que c'est en phase avec l'approche européenne. Voilà les quelques éléments un peu longs. Je m'en excuse que je voulais vous donner d'entrée, parce que je pense qu'il faut donner maintenant une perspective au combat de gauche. Sinon, on ne voit pas où on va. Moi, finalement, à partir de ces idées-là, je vois bien comment on peut reconstruire quelque chose. Et dès demain, comment on peut avoir un groupe, sûrement à côté du groupe présidentiel, qui, on peut le penser, hein, qu'il se passe quelque chose de très important, sera majoritaire. Encore une fois, moi je souhaite qu'il n'y ait pas la majorité absolue et qu'on puisse peser dessus, soit pour des majorités d'idées, soit pour une coalition permettant d'être vers le progrès et la justice sociale. En tout cas, moi c'est le combat que j'ai toujours mené et que je veux continuer à mener avec vous. Merci. Bah, écoute, Patrick, non, je trouve que t'as pas été si long que ça, finalement, parce que ça, non, on a été très accrochés de bout en bout. Merci, François, d'être avec nous ce soir. Je suis ravi qu'on puisse partager ce moment ensemble. C'est important de se serrer les coudes. Ça s'appelle solidarité et en général, elle est de gauche. Alors, vous voyez, c'est la preuve ce soir qu'on est solidaires. Il y a quand même un sujet sur, effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, à propos de la fin des partis politiques. Moi, je vais vous dire, ça me fait très peur. Parce que, il y a quand même des repères qui s'appellent les valeurs, qui s'appellent nos référents, qui rassurent dans un moment où tout devient communication et où tout est blanc, bleu, gris. Tout le monde à un moment se dit voilà, il n'y a plus de couleurs, on est tous amis. Ça s'appelle la bienveillance. Mais je vais vous dire moi, la bienveillance à un moment ça peut faire un petit peu parti unique. Le parti unique, moi, ça me rappelle des moments qui sont pas forcément des moments que j'ai envie de vivre. Et puis, à force de mélanger tous les gens en disant, bah, là, vous avez 30 ans de militantisme à gauche, et vous avez 30 ans de militantisme, 40 ans de militantisme à droite, et on est tous d'accord, on est tous dans la même machine. On a quand même un risque que cette grosse machine qui occupe, on va dire, le centre politique de la France ne laisse exprimer au final que les extrêmes. Et le tripartisme que l'on connaît aujourd'hui, qu'il s'affirme, qu'il s'enracine, et qu'on ait à un moment un décrochage encore plus important que ce que l'on vit aujourd'hui de nos concitoyens vis-à-vis de la politique. Parce qu'il y a quand même des repères fondamentaux en politique. Ce n'est pas sale d'être de droite. Moi, je veux dire, sur ma circonscription, la dame d'En Marche, elle est bien à droite. Mais alors, elle est très à droite. Et c'est une droite filloniste. Mais il faut le dire, que les gens votent pour la droite quand ils savent qu'ils votent pour la droite. Mais concrètement, dans ce gouvernement, il n'y a pas de gens apolitiques. Moi, je ne crois pas que le Premier ministre soit quelqu'un d'apolitique. Je ne crois pas non plus qu'Annick Girardin, par exemple, je le dis, hein, j'ai un petit peu honte, moi, bon, elle est au gouvernement, Annick Girardin, elle est radicale de gauche, elle a été ministre de la fonction publique, elle a défendu les emplois de la fonction publique. Et là, le projet, c'est de supprimer 120 000 emplois tout de suite. Eh bien, Annick Girardin, elle s'est exprimée dans la presse nationale pour dire, moi je suis ministre des Outre-mer, mais je tiens à vous dire que je suis contre la suppression des 120 000 emplois dans la fonction publique. Ça commence mal, cette cohérence-là. Ça commence mal, ce gouvernement, quand même. On se demande quand même comment ils vont réussir à se mettre d'accord sur une politique, notamment sur l'écologie, alors qu'il y a quand même des fervents défenseurs du nucléaire dans ce gouvernement. Et puis qu'il y a quand même une tendance, y compris au ministère de l'Éducation nationale, à sortir quand même du cabinet de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était Premier ministre. Voilà, il y a quand même des sujets où Blanquer, on peut pas dire à un moment que c'est quelqu'un qui est, on va dire, socialo-compatible ou radical-compatible. Moi, je crois qu'on peut être compatible sur les territoires et on l'est. D'ailleurs, on a fait la métropole ensemble, on l'a fait avec une grande coalition qui partait de la droite jusqu'à la gauche. On a travaillé pour notre territoire ensemble, on sait faire ça et c'est pas nouveau. Personne aujourd'hui ne découvre quand même que nos élus locaux sont capables de se rassembler pour faire des intercommunalités. Quand on a des vrais projets à porter, on est tous derrière. Je veux dire, Loire-à-Vélo, par exemple, quand on passe dans une commune bien à droite, ils nous disent pas, non, moi, Loire-à-Vélo, c'est la gauche, et la région, hors de question, vous passez pas chez moi. Mais qu'est-ce qu'ils croient?
On l'a pas inventé, ça. Lorsqu'on est d'accord sur le projet, on sait voter ensemble et on sait s'entendre. Moi, tout à l'heure, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Sur la réforme du droit du travail par ordonnance, je serai contre, évidemment. Sur la suppression du RSI, pourquoi pas. Sur un certain nombre de sujets européens, je trouve qu'il y a une ambition. Sur des sujets, notamment la protection sociale et par exemple le fait de dire moi la pénibilité, le président a dit moi la pénibilité je ne connais pas. Enfin c'est avant qu'il soit président, mais enfin quand même il l'a dit, la pénibilité je ne connais pas. Ben, on va lui expliquer. Il y a des gens qui peuvent lui expliquer ce que c'est la pénibilité. Moi je suis contre le fait de suspendre la pénibilité, la prime. Ça n'est pas possible de faire en sorte que nous ayons l'impression que tout le monde est soluble En Marche. Ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas solubles et les uns et les autres, les candidats qui sont présentés aux élections législatives ne sont pas des gens solubles non plus. Ce sont des gens convaincus, ce sont des gens qui portent des valeurs depuis très longtemps et ces gens-là, aujourd'hui, ne peuvent pas nous expliquer que eux sont compatibles avec une majorité intelligente, mais que nous sommes des opposants drastiques. Pas du tout. Ça fait très longtemps qu'on est élus, ça fait très longtemps qu'on fait de la politique, ça fait très longtemps qu'on s'entend sur des sujets. Alors, je suis bien placé pour le dire parce que du coup, moi, je suis radical de gauche. Je fais partie d'une majorité qui est plutôt socialiste, portée par un président socialiste. Il y a des sujets sur lesquels on discute en interne et on défend nos sujets majoritairement sans aucun souci. Que nous ayons une majorité relative, d'ailleurs, on l'a vécu. Cette majorité relative, et à la région, il y a eu des discussions de ce type-là pendant un mandat entier où, effectivement, il a fallu se serrer les coudes pour faire passer des sujets, pour continuer à avancer, pour être constructif. Et ben, on avait une majorité composite, discussion sur discussion, et cette majorité, bon an, mal an, elle a réussi à mener son projet. C'est possible. Mais ça ne s'appelle pas le gloubi-boulga mélangiste de ce centre mou. Ça n'existe pas. Quand on met de l'eau chaude et de l'eau froide, ça fait de l'eau tiède. Quand on met la droite et la gauche, ça fait pas un grand centre. Ça fait quelque chose de composite qui sera difficile immédiatement, je pense, très difficile à mener. Et je crois qu'avoir des gens qui ont des repères, qui ont défendu des valeurs comme celle de la laïcité, j'y reviens parce que je trouve que dans le discours présidentiel, il y a quand même une espèce de flou artistique, notamment sur la manière de traiter les questions de laïcité. Ça ressemble un peu plus du communautarisme, de la laïcité. En tout cas, du côté des radicaux, on est extrêmement sceptique sur ce sujet-là. Mais la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais on n'a pas tout à fait les mêmes conceptions de tout ça, à droite et à gauche. Alors, bon, peut-être c'est pas moderne. Pour une fois, j'ai 44 ans et je vais peut-être être old school. Pour une fois, la première fois de ma vie, je vais peut-être dire quelque chose qui ressemble pas au discours Jones qui se fait en ce moment une belle publicité dans la presse. Moi, je suis désolée, je crois qu'on ne met pas son mouchoir sur 20 ans de militantisme, sur 20 ans de croyance dans des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Je ne crois pas qu'on peut expliquer à des gens qui ont depuis toujours milité dans des syndicats, dans des associations, avec nous, à nos côtés, et qui ont défendu ces valeurs haut les cœurs. Je ne crois pas qu'on puisse leur dire tout d'un coup, je mets un mouchoir sur tout cela, et puis je suis compatible avec une majorité présidentielle. Moi, je suis pas incompatible. Je ne suis pas soluble, c'est tout. Et je pense que le territoire ne doit pas se dissoudre non plus. La 5e circonscription, qui est une circonscription, tu l'as dit, radicalement différente de la tienne. Alors, malgré le fait qu'il y ait effectivement un morceau ici sur lequel nous sommes qui appartient à cette circonscription, c'est une circonscription assez composite et qui craint justement pour une partie, pour les franges nord et ouest de la circonscription, tout un tas de petits villages qui sont extrêmement craintifs par rapport à l'avenir de notre territoire et notamment l'avenir de ce que nous avons défendu ensemble, c'est-à-dire l'émergence de la métropole. Il y a un vrai sujet sur cette circonscription qui est de savoir comment ce territoire va-t-il être défendu dans les années qui viennent, sachant quand même que le président a annoncé la fin des départements lorsqu'il y a une métropole. Et donc, ce territoire se pose des questions. Il y a une inquiétude, et une inquiétude réelle. Alors, l'idée, moi, que j'ai eue, ça rejoint un petit peu ce que tu fais, mais j'ai un peu copié, c'est normal, parce que tu es un peu mon aîné. Donc, l'idée que j'ai eue est de faire 2 conseils. D'une proposition qui est d'un côté de rassembler les élus, ce que je vais faire assez rapidement dans la semaine prochaine d'ailleurs, d'inviter tous les élus de la circonscription, donc les maires et puis s'ils veulent être accompagnés de leurs élus, de venir me rencontrer et travailler ensemble sur la manière dont on peut retricoter dans cette circonscription un conseil ou une organisation entre élus qui fasse qu'on n'oublie pas les stratégies de développement, les problématiques de développement de l'ensemble des communes de la circonscription, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas complètement partagées sur les
enjeux d'avenir. On a des endroits qui sont presque en déshérence, y compris sur le plan social, et on voit bien qu'il y a des poches de Front National qui s'incrustent, qui ne sont pas les poches de Front National qu'on va dire traditionnellement, que l'on va trouver par exemple dans les quartiers nord de Marseille. C'est absolument pas du tout le même sentiment, c'est un sentiment de déclassement territorial. On a un espace qui est un espace rural vivant, avec le centre de la circonscription qui est extrêmement animé. D'ailleurs, Sylvie Azzo, que je remercie d'être là ce soir, qui est ma suppléante, anime ce qu'on appelle la scénophérie de Semblançay. Et là-bas, il y a effectivement un vivier associatif, une vraie vie citoyenne qui marche bien. Et puis, on a la frange urbaine de la circonscription qui, elle, est tournée complètement vers la métropole. Et bien, pour faire en sorte que ce territoire fonctionne ensemble, j'ai proposé que nous ayons une feuille de route commune avec les élus de la circonscription et que nous la construisions ensemble et qu'on la commence la semaine prochaine. Comme ça, au moins, que je sois élu ou pas, on aura déjà commencé le travail. Et je pense que c'est comme ça, c'est en faisant l'exemple, en étant proactif, qu'on démontre comment on imagine le travail en commun. Et puis, j'ai proposé aussi, à la manière dont Jean-Patrick l'a décrit, un atelier, un conseil, on va dire, d'habitants qui seraient intéressés pour travailler justement sur les sujets, alors qu'on a un petit peu sorti, nous, quelques sujets qui nous semblent être des lignes forces du travail qui va être le leur avec nous, de faire en sorte que nous ayons une vision commune de ce que je vais pouvoir défendre, porter à l'Assemblée nationale, que nous ayons des propositions qui émanent de la circonscription et qu'il puisse y avoir aussi une convergence entre des habitants purement urbains de la ville-centre, puis des habitants de tout le reste de cette circonscription qui n'ont absolument pas la même vie. Donc, l'entrée territoriale est effectivement spécifique sur cette circonscription, mais elle rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est que on a besoin que les territoires continuent à être vivants, vivifiés, qu'il puisse y avoir une vie citoyenne reconnue, et notamment la décentralisation est allée dans ce sens-là. Je pense que faire ce que Emmanuel Macron est en train de construire aujourd'hui, une espèce de majorité disparate, informe et difficile à appréhender, ça risque d'éloigner nos concitoyens encore de l'action politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se retrouveront pas forcément dans des propositions qui seront portées par le député et puis tout à coup se retrouveraient à avoir des majorités à l'Assemblée nationale complètement inverses de ce que leur député aura porté pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, selon son implication dans la vie locale. C'est un brouillage des lignes qui me semble délétère pour la démocratie et difficile à défendre. Donc l'implication citoyenne, c'est le secret de la démocratie. Le débat, c'est son pendant. S'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale, si nous ne pouvons pas discuter les lois, je crois que nous revenons, nous nions totalement ce qu'est la démocratie. L'Agora, c'était quand même le premier endroit où on débattait. C'était un endroit de discussion. Alors, il y avait que des hommes à l'époque, ça s'est amélioré depuis. Mais concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire que de faire une Assemblée nationale qui ne débat pas et qui vote qu'un seul homme, ce qu'on appelle les députés godillots? C'est méchant, mais enfin, c'est un petit peu ça. Est-ce que l'Assemblée nationale doit devenir une Assemblée générale? Est-ce qu'on est là juste pour gérer la France avec un budget qui est proposé quand même, enfin bon, Bercy, le budget de l'État, le Premier ministre, on a bien compris que l'économie est dans les mains de la droite. Mais qu'est-ce que c'est que le nerf de la guerre quand on travaille même comme ministre? Si ces gens-là peuvent vous dire, ah ben non, pour l'écologie, tu auras tant, pour l'éducation, tu auras tant, et puis pour le reste, tu te brouilles avec ça, et pour toutes les compétences qui ne dépendent pas d'eux, ce sont eux qui vont trancher, ce sont eux qui vont dire, voilà, quels sont les axes forts du budget de l'État. On voit bien quand même qu'on a complètement donné à une équipe très à droite, et puis c'est pas la droite la plus progressiste qui soit, on a donné à une équipe très à droite les moyens de l'action, et on a donné quelques Marocains à une équipe de gauche qui va se débrouiller avec ce qu'on leur laisse. C'est un peu compliqué de nous expliquer que ce n'est pas un gouvernement très libéral. Alors après, peut-être que notre chance, c'est de faire en sorte que cette Assemblée nationale soit bien plus mélangée que ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, que ce soit une Assemblée nationale qui, de fait, mettent en action des députés qui, eux, ont une colonne vertébrale politique et qui, eux, pourront donner aussi l'assentiment ou le refus de certaines réformes qui vont être portées par ce gouvernement. En espérant aussi que
c'est ce qu'on espère depuis toujours, depuis longtemps, qu'effectivement on ne réserve pas à l'Assemblée nationale le simple rôle d'une chambre d'enregistrement des lois uniquement proposée par l'État. Et ça, c'est une réforme sur laquelle on se bat à gauche depuis longtemps pour qu'il y ait un élargissement de ce qu'on appelait la niche parlementaire. Alors nous sommes sur la 6e République, les radicaux, depuis longtemps. On pourrait imaginer que ce puisse être une réforme constitutionnelle sans forcément changer le public, mais enfin, il me semble que c'est un des combats qu'on doit mener ensemble. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes, nous, Européens aussi, convaincus. Nous sommes sur l'Europe, l'idée d'une Europe fédérale, mais le premier étage de cette Europe fédérale, cette Europe politique, ça doit être une Europe d'harmonisation fiscale et sociale. Que le pendant de l'harmonisation fiscale, c'est l'harmonisation sociale, parce que l'un sans l'autre, on ferait, je crois, la part belle à toute la partie économique, encore une fois, voire presque libérale de cette Europe, et que si on ne travaille pas sur l'Europe fiscale, sur l'harmonie fiscale de l'Europe, l'harmonisation fiscale de l'Europe, encore une fois, la France, qui est un des pays qui protège le mieux ses salariés, pourrait y perdre en termes de compétitivité. Ce serait une erreur. Donc on a des vrais combats à mener ensemble. Je crois qu'on a des orientations communes. On en a toujours eu, le Parti socialiste et le Parti radical. On a une gauche qui est plus large que ça, puisqu'on est soutenu aussi par l'Union des démocrates. Donc on a vraiment les moyens de se faire entendre. Je crois qu'on a un discours qui est tout à fait cohérent avec ce que nous sommes, et que se renier aujourd'hui, c'est renier nos racines, c'est renier ce que nous avons toujours défendu, et je ne crois pas que la politique, ce soit le reniement tous les 5 ans. Moi, je crois que la politique, c'est continuer sa route, tracer sa route, continuer d'avancer en étant ouvert et en acceptant le dialogue. Je crois vraiment que le débat, le dialogue politique, c'est les racines de la démocratie. Nous sommes tous des démocrates, restons-le et donnons à la démocratie des voix libres pour qu'elle défende nos concitoyens comme il se doit. Voilà. Merci à vous. Tout d'abord, un immense plaisir de vous retrouver, de retrouver Mélanie, de retrouver Jean-Patrick ce soir. J'ai envie d'intervenir très rapidement sur tout domaine. D'abord, eux. Ensuite, le moment politique dans lequel nous sommes. Donner mon appréciation de responsable politique. Et puis, troisièmement, ce à quoi vous m'avez invité, le sens de cette élection par rapport à la responsabilité qui est la mienne en tant que président de région. D'abord, vous deux, Mélanie d'abord. C'est vrai que j'ai la chance de bien vous connaître. J'ai la chance de bien vous connaître parce que on porte ensemble une responsabilité, celle du devenir de la marche de notre région. Et que je crois très important, quand on veut porter une responsabilité nationale, de bien connaître aussi les enjeux locaux, à la fois dans le fonctionnement de la collectivité que l'on sert, mais aussi parce que, à travers cette responsabilité, on comprend ce qui se joue véritablement pour nos concitoyens. C'est un vrai débat, le débat national. Mais en même temps, si on prend les sujets auxquels sont attachés nos concitoyens à travers le débat national, on voit bien que c'est par une articulation de politique nationale et de leur déclinaison, leur approfondissement territorial qu'on répond véritablement. Et vous avez cette expérience. Et vous avez cette expérience, nous avons cette expérience ensemble. Et moi, je veux dire, s'agissant de Mélanie, qu'elle a porté des responsabilités qui sont de différents ordres, sur l'égalité, etc. Et aussi sur des sujets majeurs qui sont les sujets de la finance. Et je me souviens très bien au moment où je parle de tes interventions sur c'est quoi un budget de région? C'est quoi la responsabilité publique qui est la nôtre quand on est majorité, qu'il faut faire des choix? Et je sais, dans la préparation du budget, dans la manière dont tu le portes vers l'Assemblée, comment tu articules tes convictions profondes, tes convictions de gauche, tes convictions de femme engagée, avec le devoir de gestion. C'est important de le dire parce que je reviendrai tout à l'heure à la problématique Bercy. Mais faire de politique, c'est pas simplement au nom d'une vision qui est finalement une vision technocratique, une vision de politique générale, indépendamment de la chose publique ramenée aux citoyens, faire des choix,
c'est vraiment partir du citoyen, partir des objectifs, partir des engagements qu'on a pris, les servir et trouver les bonnes articulations. Et on le fait à l'échelle de la région, tu nous y aides puissamment, et je veux ici en témoigner. Ça te donne toute qualité, toute légitimité pour être demain, dans cette 5e circonscription de l'Indre-et-Loire, quelqu'un qui a porté les engagements, les valeurs d'une gauche de progrès, d'une gauche réaliste, d'une gauche volontaire, d'une gauche qui sait, en effet, faire en sorte que dans le dialogue, on puisse trouver des accords qui soient des accords de progrès. Jean-Patrick, c'est un passé commun au service du Parti socialiste, non seulement dont j'ai pas envie de me justifier ce soir, mais dont je suis, et puis je regarde beaucoup d'autres, dont je suis personnellement profondément fier. Qui a décrété la fin des idéologies, et surtout d'ailleurs quand elles s'inspirent des valeurs de la gauche? Est-ce que vous êtes sûr que ce sont nos citoyens? Moi je ne crois pas du tout. Je ne l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu enfin aujourd'hui dans la période là, les femmes et les hommes nous dire bon, les valeurs de la gauche c'est plus à la mode. D'accord? Donc le Parti socialiste c'est ça. Et nous avons cet engagement-là. Et je le revendique et j'en suis fier. Nous sommes des sociaux-démocrates, non pas assumés, parce qu'assumer ça veut dire j'assume. Non, j'assume pas du tout. Je revendique d'être un social-démocrate réformiste et je suis heureux de partager cette valeur profonde avec toi. Nous revendiquons d'être, et tu revendiques, et tu es engagé dessus, un combattant permanent de la réforme, du progrès, sur des valeurs social-démocrates qui ont dans le monde d'aujourd'hui une force, une légitimité, une intensité absolument nécessaire, et c'est important qu'on soit dans ce moment en train de le dire ici, mais aussi en train de le dire à l'extérieur. Jean-Patrick, c'est un combat important, on le connaît au niveau de Tours et de son agglomération, c'est un combat important au niveau de la région. Il est président du groupe dans lequel je suis, du groupe qui est le groupe majoritaire à la région. Il a choisi de s'engager fortement là-dedans et il le fait avec une vision, une autorité, une capacité d'analyse, à la fois des rapports de force, mais aussi une capacité d'analyse qui sait distinguer l'accessoire de l'essentiel. Et tes interventions, c'est toujours ça, c'est au nom des valeurs, au nom des grands principes, au nom des engagements que nous avons pris. Et cette force-là, tu l'as puisée dans ton expérience de parlementaire et dans ton expérience politique. Et de cette expérience de parlementaire, je suis fier, quand je suis appris, de dire, Jean-Patrick Gille, oui, on travaille ensemble. Je suis fier de le dire parce que quand on me parle de ce que tu fais, de ce que tu as fait par rapport au sujet de l'emploi, au sujet des droits des salariés, ce que tu as fait par rapport aux intermittents, ce que tu as fait par rapport à la culture, et je pourrais continuer, à chaque fois, c'est un homme de conviction, un homme de dialogue, un homme neuf, au sens où tu t'embarrasses pas de vieux systèmes, tu ouvres des voies, et c'est ça que j'ai vraiment envie que tu puisses demain poursuivre dans une majorité à l'Assemblée nationale. Ça me paraît absolument nécessaire et important. Donc très heureux d'être avec eux. Le deuxième sujet, c'est le moment politique que nous vivons. Un moment politique particulier. J'ai certainement, comme beaucoup d'entre vous, voté sans hésitation, sans ambiguïté pour Emmanuel Macron au second tour président de la République. J'ai voté à la fois parce que de l'autre côté, c'était celle que nous savons, cette funeste aventure, mais j'ai voté aussi parce que, en conviction, j'ai considéré que demain, dans le discours qu'il portait, dans la posture qu'il était la sienne, il y avait un certain nombre de choses, je dis bien un certain nombre de choses, qui pouvaient connecter avec ce qui est aujourd'hui notre engagement. Et je ne ferai pas, ni ce soir, ni plus tard, de procès d'intention à Emmanuel Macron. On ne peut pas se permettre ce jeu-là dans la situation politique que nous connaissons. Pas faire de procès d'intention. Mais il faut créer les conditions. Qu'est-ce qu'ont dit nos concitoyens au premier et au second tour? Ils ont dit, finalement, qu'il fallait agir au nom de l'intérêt général. Que les problèmes de notre société, quand ils s'appelaient l'emploi, quand il s'appelait le développement économique, quand il s'appelait la justice sociale, quand il s'appelait l'éducation, que ces sujets-là devaient être
abordé à partir de nos convictions, de nos référents idéologiques, mais toujours dans le sens de l'intérêt général, en dépassant des postures, des querelles, etc., et en nous confrontant par le dialogue, en confrontant nos différences pour aller dans le sens de l'intérêt général. Ça me paraît absolument important. Le deuxième sujet, dans le choix qu'ils ont fait, premier, second tour, ils ont dit il faut plus d'efficacité en politique. Ils reprochent à notre fonctionnement global dans notre société de ne pas disposer des outils qui permettent d'aller suffisamment directement vers les résultats qu'ils attendent. Je crois par exemple que entre la mise en place du CICE qui vise à améliorer la compétitivité des entreprises, compétitivité très mal en point lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités à majorité sortante d'aujourd'hui. Entre la mise en place de ce CICE qui a quand même convoqué 40 milliards dans notre pays, et le résultat emploi qui est attendu, l'écart, il est trop important. L'écart est trop important. Et si ils n'ont pas fortement soutenu, c'est parce qu'ils veulent l'efficacité de ce que nous décidons. Ils ont envie qu'on pose les vrais problèmes, qu'on édicte un certain nombre de principes, méthodes, de règlements, de cadres d'intervention, et que le résultat soit au bout du chemin. Je pense, moi, je le dis, c'est pas une histoire anti-règlement, etc., mais pour brasser ces problèmes de règlement à longueur de journée, qu'il nous faut moderniser la vie publique. Je le dis très clairement. Qu'il faut que la chose décentralisée soit décentralisée, qu'il passe encore trop d'intervenants. Ça me paraît tout à fait clair. Moderniser la vie publique, ça veut dire, oui, 1000 fois dialogue, mais pas une loi, premier passage, deuxième passage, on revient, on rediscute, on voit les effets, les décrets, c'est trop long. Il faut que notre pays trouve... Est-ce que ça veut dire supprimer le débat démocratique? Mais surtout pas. Parce que je te rejoins complètement, Mélanie. Si demain on supprimait le débat démocratique, il existe le débat. Il existe dans toutes les sociétés. La possibilité de dire je suis pas d'accord ou je voudrais autre chose. C'est inhérent à la vie d'une société. Si vous supprimez le débat démocratique entre les formations qui représentent ce débat aujourd'hui, vous faites un face-à-face entre une vision sur une vision purement technique et les extrêmes. Et c'est un grand péril pour la démocratie. Donc il faut qu'on trouve, parce que nos concitoyens nous demandent, une voie de la démocratie, surtout de la démocratie, qui soit plus rapide et plus réactive. Et le troisième élément qui me paraît fonder un peu le vote dans la période, c'est quoi? C'est l'élance, la notion de morale en politique. De morale en politique. Très important. C'est de reconnaître que le comportement inacceptable, totalement inacceptable, de quelques élus, parce que ça, faut aussi avoir courage de le dire, de quelques élus, par un effet comme ça de loupe grossissante, complètement pollué notre vie démocratique, et a pu, d'une manière inacceptable, je vous l'assure, moi je le vis très durement, a pu laisser penser que dès qu'on accédait aux responsabilités, c'était pour s'emparer d'un pouvoir et pour le prendre aux autres, et c'était pour en s'emparer parfois d'une richesse qui ne nous appartient pas. Ça n'est pas soutenable. Ils l'ont dit avec force, parce que dans leur tête, c'était un problème qui avait une grande dimension. Si ce problème a une grande dimension, il faut que nous l'écoutions. Il faut que nous l'écoutions. Et que nous soyons là-dessus irréprochables. Mais, chers amis, la gauche n'a pas attendu dessus. La limitation du cumul des mandats, c'est quand même nous qui l'avons initié. Et les gens aujourd'hui qui voudraient nous donner de leçons, quand ils avaient 4 mandats au même moment, ils pourraient faire ce travail d'autocritique. On n'a pas attendu là-dessus. En tous les cas, je crois que c'est 3 éléments. Alors, comment s'en sortir politiquement de manière générale? Est-ce qu'on peut penser demain que le président de la République, une majorité dont chacun des éléments trouvera sa légitimité par le fait qu'il a été désigné par Paris, parce qu'il s'agit quand même de ça. Honnêtement, on aurait fait ça au Parti Socialiste il y a 30 ans, les amis, on se serait fait traiter de stalinien. On aurait dit dans chacune des circonscriptions, il y aura un tel, j'ai reçu la liste, le premier fédéral a reçu la liste, ça vient de Paris. On leur dit, tu rends ton truc et tu t'en vas. C'est pas ça notre parti. Aujourd'hui, il paraît que c'est genre, que c'est tendance, que c'est bien. Ben non, pour moi, c'est pas bien.
Pour moi, c'est pas bien. Il appartient aux citoyens, et en l'occurrence aux citoyens engagés et intéressés par la politique, de participer à la désignation de ceux qui vont les représenter. C'est un fondamental. Et ce serait un bien mauvais service de faire que demain, par exemple, il y ait, pour soutenir le président de la République et surtout pour soutenir le gouvernement, une majorité monocore de gens qui tiennent leur légitimité à cette désignation nationale, parce que ça figerait complètement le fonctionnement moderne de notre démocratie. Et ce serait organisé à terme face à face terrible entre ce gouvernement, ce président, et ce qu'il resterait, entre guillemets, de l'expression démocratique, c'est-à-dire les extrêmes. Ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas tenable, ça n'est pas bon, ça n'est pas efficace, c'est absolument important. Pensons-nous un instant que ce que notre président de la République a noué comme contrat implicite avec nos concitoyens pourrait aboutir véritablement si c'était en faisant moins, beaucoup moins, pour ceux et celles qui ont déjà si peu. C'est quand même un sujet. C'est quand même un sujet. Et un gouvernement qui est surtout porté par une technocratie, il est trop tenté. Il est trop tenté de faire les alignements pour être dans l'Europe, pour être dans la compétitivité mondiale, en laissant de côté celles et ceux qui souffrent le plus. Un gouvernement, une majorité, ne peut trouver le juste chemin qu'à partir du moment où il y a des voies qui sont des voies d'équilibre dans notre société. Ça me paraît absolument fondamental. Donc il faut qu'il y ait des femmes, des hommes, qui bien évidemment, parce que c'est notre culture de sociodémocrate, seront à fond dans le soutien, dans l'intervention, dans le débat pour porter les lois qui iront bien, mais aussi qui diront là, ça n'est pas possible. Ce serait payé en faisant trop d'injustice ou encore plus d'injustice. Notre société a besoin de retrouver un équilibre et ça passe par la justice. Pensons-nous que demain, je prends un sujet que je connais un peu devant d'autres qui le connaissent peut-être encore mieux que moi. Je prends le sujet de l'éducation. Moi, je suis fier de ce que Najat Vallaud-Belkacem a fait. Je suis fier de ce que vous avez soutenu à l'Assemblée, parce que c'est absolument fondamental. Sommes-nous certains que le ministre de l'Éducation qui a été choisi pour notre pays, qui a servi sous Darcos, sous Châtel, il était directeur général des enseignements scolaires, il est le penseur de la ligne de la droite, sur l'éducation. Sommes-nous certains que ce serait un service donné à Emmanuel Macron que de lui dire sur l'éducation, avec le ministre qui est nommé là, tu as carte blanche, tu peux y aller. Derrière, il y a des enjeux qui sont des enjeux fondamentaux. Bien évidemment pour l'égalité face au savoir. Bien évidemment pour ce qui nous, sociodémocrates, paraît absolument fondamental. Bien évidemment. Il y a ces enjeux-là, mais il y a aussi des enjeux pour l'économie. On est dans une société qui est une société du savoir, de la connaissance. Pour ces générations qui montent, il y aura nécessité d'une capacité pour tous et pour toutes. On aura besoin de tous dans le monde du travail, dans le monde des services, dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'environnement. On aura besoin de tous. Moi, je ne fais pas confiance à la droite pour trouver l'équation gagnante dans ce domaine. Et donc, dans tous ces domaines, servir ligne qu'ont choisi nos concitoyens, c'est faire en sorte qu'il y ait une majorité qui soit une majorité couleur du pays, ou couleur de la France, ou couleur de l'espérance des progressistes, ça me paraît absolument indispensable. Troisième point, et rapidement, je suis président d'une collectivité qui s'appelle une région. Dans les lois que vous avez votées, il y a eu une avancée très importante en matière, doit-on l'appeler décentralisation ou nouvelle organisation. En tous les cas, on a clarifié les choses pour l'efficacité du développement de nos entreprises, de l'artisanat, des PME. On a clarifié sur les transports. On a franchi un certain nombre d'étapes. Mais quand le seul postulat qui soit posé pourrait être, notamment à partir de la pression de Bercy, la bonne ligne, c'est moins d'argent pour l'action publique, c'est moins de fonctionnaires, c'est moins de tout ce qui fait la qualité, la dynamique du vivre ensemble. Moins d'argent pour les collectivités, moins de moyens pour les collectivités. Cette espèce de concours entre collectivités qui consiste à dire combien t'en as supprimé toi des emplois, j'entends ça moi parfois dans les réunions des présidents de région le mercredi matin à Paris. Combien d'emplois t'en as supprimé toi dans ta région? T'en as supprimé 1000. Ben moi écoute, j'ai essayé d'en supprimer 1300. Écoutez, honnêtement, est-ce que c'est ça notre idéal de vie?
Est-ce que c'est ça dont demain nous avons besoin? Et donc, en tant que président de collectivité, j'ai oui envie, tu as complètement raison de le dire, j'ai envie de disposer d'une capacité à agir pour répondre aux besoins prioritaires de notre région. C'est le transport en commun, c'est le très haut débit sur les territoires, c'est les moyens pour l'innovation dans les PME, c'est la capacité à des jeunes qui veulent fonder des startups et développer de le faire. C'est notre capacité à apporter pour l'apprentissage, pour l'enseignement supérieur, pour les lycées, le meilleur. Comment peut-on évaluer l'action publique simplement par l'économie que l'on réalise? Et donc, oui, il faut des femmes et des hommes qui croient à l'action publique et qui vivent par rapport à une vision, qui est une vision, là pour le coup, très technocratique, portée par Bercy. On sait tous les combats qu'il fallu porter, y compris dans la dernière période. Vous savez, quand on a arraché le CEA, on va parler franc, hein, quand on a arraché le CEA ici, les logiques financières, économiques, c'était le CEA. Et oui, bon, vous allez faire des économies en groupant tout. Allez, on supprime 800 emplois à Tours. Ça, c'est une logique financière, c'est une logique bercienne. Et nous avons fait valoir une logique d'aménagement du territoire, une logique de la recherche. Alors, chers amis, pour toutes ces raisons, parce que c'est important pour nos collectivités, parce que c'est important pour notre vivre ensemble, parce que c'est essentiel, absolument essentiel pour redonner à notre pays le souffle dont il a besoin, faire réussir Emmanuel Macron, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir, dans la majorité de demain, dans l'Assemblée de demain, des femmes et des hommes qui soient des progressistes, qui soient des sociaux-démocrates engagés, responsables, convaincus, qui soient des femmes et des hommes attachés à la démocratie. Vous en avez fait une démonstration extrêmement poignante à l'instant. On a besoin de vous. On a besoin de le dire. Il faut dire à nos citoyens qui sont un petit peu bouleversés. Ils se disent, ah là là, si je vote pas comme ça, est-ce que finalement ça va pas affaiblir, est-ce que ça va pas gêner la marche de notre pays? Mais la démocratie n'a jamais gêné la marche d'un pays. Elle a au contraire donné du sang neuf, elle a donné de la vitalité, elle a donné des idées dans un monde où il faut inventer l'avenir. C'est ensemble que nous pouvons le faire, et c'est avec vous que nous le ferons. Merci. Merci François, merci Monsieur le Président pour ces propos à la fois chaleureux à notre égard et plein d'enthousiasme et je crois éclaircissent l'avenir et la situation politique qui, je pense que quand on se réveille le matin, elle peut sembler ténébreuse pour beaucoup de monde. Voilà. Je pense qu'il est bien qu'on ait un temps d'échange, très très simplement. Alors évidemment c'est compliqué parce qu'on a brassé tous les sujets un peu. Hein, on a été à large, mais je crois que ce type de réunion, c'est aussi pour que vous puissiez poser vos questions ou faire part de vos remarques, de vos interrogations, le plus simple possible. Voilà, il faut qu'il y en ait un qui se jette à l'eau. C'est ça le problème. Ouais. On aurait dû en prévoir un. Voilà. Une bonne réunion, normalement, on prévoit qu'il y en ait un qui ait la question. Mais nous, on joue en direct. Paul, une question peut-être. Allez, prends le micro. Paul, une tourte alors. Bon, ah ben voilà. Non. Voilà. D'ailleurs, on s'est dit tout à l'heure. Bon. Non, mais pas ça, il est capable de le faire. Ah. Merci de nous tirer de ce mauvais pas. Sur le temps de l'efficacité, entre l'intervention de Jean-Patrick et celle du président Benoît, j'ai un peu de mal à me situer, notamment par exemple sur la question de la réforme du droit du travail. L'efficacité, vous nous présentez les enjeux et les attentes des citoyens en termes de rapidité d'exécution. Le président Macron vous répond ordonnance. Oui, c'est peut-être et certainement c'est suffisamment clair. Moi, je pense que le temps dans lequel nous faisons la loi, rappelez-vous un certain nombre de lois de l'actuelle majorité, le temps dans lequel nous faisons la loi est devenu un temps trop long par rapport à la marche de notre société. Ça ne veut pas dire
je l'ai précisé, ça veut dire qu'il faut supprimer la démocratie, supprimer le débat parlementaire, etc., etc. Je dis simplement que lorsque vous ouvrez un sujet et que vous mettez plus d'un an à le refermer, vous ouvrez un temps qui, pour nos concitoyens, apparaît comme un temps d'une décision qui ne se prend pas dans les bons délais, etc. Et je suis pour que nous ayons des débats parlementaires et des débats dans le pays qui puissent s'inscrire dans un meilleur rythme. Ça ne veut surtout pas, mais surtout pas, je vais expliquer, dire qu'il faut considérer qu'on a une majorité Godillot, que le débat est illégitime, je ne le pense absolument pas. Oui. Je crois que le monsieur a quand même bien repéré qu'il y avait une petite nuance entre nous là-dessus, mais c'est sûrement parce que l'expérience parlementaire, moi je pense qu'on légifère, c'est pas qu'on légifère pas assez vite, c'est qu'on légifère beaucoup trop. On légifère beaucoup trop. Moi j'étais rapporteur de la loi formation professionnelle, c'est bien passé, vous avez vu, il n'y a pas eu de grève, tout ça. Et à ce moment-là, je suis allé revoir la loi matricielle, si je puis dire, la loi Delors de 72. Et alors là, je vais dire, on n'a plus l'habitude de voir ça. C'est-à-dire, vous prenez la loi, vous la lisez, vous comprenez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on fait des lois, comme elle modifie les codes, etc. C'est une complexité. Donc, c'est plutôt ça le sujet. Donc après, sans rentrer dans la technique, je pense que, paradoxalement, comme on légifère vite, si vous voulez, et que, contrairement à ce que pensent les gens, les parlementaires font leur travail. Donc, on a une loi, on la prépare, on revient tous le week-end d'après en ayant bossé. Donc, on rajoute chacun des trucs en disant, ouais, mais on n'a pas prévu cet exemple-là, on n'a pas prévu ça, etc. Ce qui fait qu'on est aux limites du réglementaire dans la loi, alors que la loi, moi, je pense, elle doit revenir aux principes. La loi, normalement, c'est qu'elle pose des principes et que, à la limite, comme c'est des principes, ils doivent être compréhensibles par tout le monde. Ça peut être compliqué, il faut les assimiler, mais voilà. Moi, je prends toujours l'exemple de la loi sur la laïcité en 1905. Ils ont mis 18 mois, même. C'était pas simple. Mais quand vous êtes sur des choses compliquées et qui tendent la société, eh ben, il faut se donner un peu de temps. Parce que qu'est-ce qu'on fait sinon ? Il y a une hypocrisie sur les questions qui ont beaucoup animé ces 10 dernières années. Il y a les questions d'emploi, alors le licenciement, les 35, etc. Je crois qu'on a fait 13 lois. Vous imaginez, 13 lois. On est tout le temps, en fait, en train de remettre ça sur le papier. La sécurité, 17 lois. Donc, parce que chaque ministre veut exister, etc. Là, je crois que, mais je vais vous dire un truc. Je pense que notre pays n'a pas une culture parlementaire assez poussée. Donc, on n'a pas, les gens ne connaissent pas assez. Je dis pas que tout le monde doit être spécialiste, voilà, de comment ça doit se faire. Mais on a une culture le ministre dit, et puis ça doit suivre, quoi. L'intendant, c'est pas de l'intendance, la loi. Ceux qui font la loi. C'est un travail profond. La souveraineté populaire, elle est dans la loi. Elle n'est pas dans le ministre. Le président de la République, à la limite, puisqu'il a été élu au suffrage universel, mais je crois qu'on n'a pas cette culture-là. Et de la même manière, dans la situation politique qu'on est, je crois qu'il n'y a pas d'autres pays où tout le monde dira, ah bah ouais, le sujet, il faut donner une majorité absolue tout de suite. Ben non. Tout autre pays dira, attendez, bon, on a élu un président dans des circonstances un peu particulières, c'est-à-dire qu'on a commencé par éliminer les autres, on a fini par celui-là. Tout le monde dit, bah, et puis qui a l'air sympathique. Qui est sympathique, vous le témoignez, je le connais, il est sympathique, visiblement ça tourne bien là-haut, hein, voilà. Mais après, on le connaît quand même pas plus que ça, ce gars. Donc, lui confier d'emblée tous les pouvoirs, alors évidemment, nous on a le syndrome Napoléon Bonaparte, mais ouais, bon, c'est pas laisser que des souvenirs, hein, des bons souvenirs, hein, quand même. Bon, on peut être partagé, mais quand même. Et là, on n'a pas une culture démocratique parlementaire assez poussée. La prudence devra aller à dire, bon, on a mis un gars, il a l'air sympa, il a l'air ouvert, il veut débloquer les choses, bon. Et en même temps, on va pas le bloquer. Il faut pas être dans l'empêchement. Il y a pas raison. D'ailleurs, on a voté pour lui. Mais enfin, la démocratie, c'est de mettre des contre-pouvoirs, c'est d'équilibrer les choses. Et dès qu'on dit ça, il y a plein de gens qui vous disent, ah non, c'est comment ça foutre le bordel et tout. Ben non. C'est ce qui nous a manqué dans les autres mandats. La loi travail, puisque ok, on aurait pu aller pousser le débat jusqu'au bout. Je pense qu'il a été une erreur de faire le 49.3 d'entrée, parce que ça a tué le débat. Donc si vous tuez le débat à l'Assemblée, le lieu d'affrontement pacifique, c'est l'Assemblée. Si vous tuez le débat à l'Assemblée, ben, il va dans la rue, c'est logique. Hein. Alors ça a été un peu ça. Et puis il pouvait, hein, Manuel Valls, il pouvait. L'article 2 qui posait plein de problèmes, j'ai rappelé la hiérarchie norme, la droite, elle l'aurait voté. Bon.
Et là, je suis un peu gêné d'ailleurs qu'on remette ce truc-là sur le tapis. Et si on fait par ordonnance, c'est qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'on a voté dans l'article 1 de la loi Trail le fait qu'une commission doit réécrire le truc. Donc, je veux dire, moi j'ai rencontré quelqu'un qui est à la Cour de cassation, il vous dit, à la Cour sociale, il vous dit, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Vous avez besoin d'ordonnance si vous voulez faire passer les trucs un peu en douce. Hein. Ça veut dire qu'on ne veut pas réformer, on ne veut pas simplement le simplifier, on veut changer des choses profondément. Et là, ben, ça mérite dans notre pays un débat. Et là, on pourrait peut-être, quitte à avoir une majorité. Mais le fait, on l'a vu, là on a la démonstration. Ça a plombé l'ambiance. Je voulais intervenir sur un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la cohésion sociale et l'aménagement du territoire. En fait, on a constaté au fil des temps que les commerces dans les petites communes, et je parle notamment dans la 5e et plus dans le nord de la circonscription, ont tendance à fermer, on crée des moyennes et des grandes surfaces, et quelque part, petit à petit, voilà, les pays se vident, et puis les services publics s'en vont, etc. Donc, quel est, à votre avis, ce qui serait nécessaire de faire pour que ce sujet soit vraiment pris en compte et que on maintienne des luttes de cohésion sociale? Bon, il ne faut pas non plus rêver de rêveurs, mais quand même, il y a quand même un problème. On constate que les grandes surfaces, en fait, elles ne créent pas forcément d'emplois. Et au bout du compte, c'est pas non plus, je suis pas contre les grandes surfaces, mais quelque part, elles n'aident pas à la cohésion de nos territoires. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réflexions par rapport à ça. Merci. Alors, un premier élément de réponse, et puis ensuite, je pense, François, sur les politiques territoriales. La question de Sabine est une question qui émerge de manière urgente dans les rencontres que je fais, en tout cas au cours de mon tour de campagne avec les élus locaux. Et les élus des petites villes, comme tu le disais, de la partie frontalière du département, où on retrouve d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, les poches de vote Front National. C'est un vote de déclassement. C'est je pense, une manière d'exprimer une sorte d'abandonnisme sincère. Enfin, ils se sentent abandonnés par les politiques publiques, notamment par rapport aux équipements de proximité, par rapport aux questions de santé, et par rapport à tout ce qui peut maintenir la vie des cœurs de village. Alors, il y a des politiques, et je pense que François l'expliquera tout à l'heure, que l'on a développées au niveau régional largement sur les cœurs de village. J'ai une question, moi, d'ailleurs, sur les maisons de santé pluridisciplinaires. On en fait une donc qui va bientôt sortir de terre, et on a visité ensemble récemment, mais il y a la taille des maisons de santé pluridisciplinaires qui sont des maisons de santé importantes avec 10, 15 médecins qui se rassemblent. Et il y a des endroits où on est proche de la désertification médicale, où on n'aura pas forcément besoin de gros établissements de ce type, mais des établissements d'équilibre. Tu disais, François, on a des métropoles d'équilibre en France, on a des villes moyennes, mais je crois qu'il faut descendre encore d'une échelle et qu'il y a les petites villes, les petites communautés de communes. Et ces petites communautés de communes, elles ont besoin de petits équipements de proximité. Et sans doute y a-t-il encore un maillage plus fin à imaginer, plus loin, là où on n'a pas aujourd'hui peut-être pensé encore les désertifications dans 5 ans. On les a pas forcément encore anticipées, mais elles arrivent. Et on a un vieillissement des populations dans ces franges-là, avec parfois la présence de maisons de retraite, par exemple, et plus de médecins, ou des médecins qui sont à 5 ans de la retraite, tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont tous partir 5 ans à peu près, et on va se retrouver avec un vide, et à ce moment-là, il sera trop tard. Donc, il va falloir qu'on anticipe
notamment sur nos plans d'intervention sur ces types d'équipements et peut-être des équipements de petite taille, avec un soutien aux médecins qui s'installent et pas forcément seulement des soutiens à l'équipement, mais du soutien à une installation particulière, soit médecin généraliste ou deux, mais des micro-structures. Je crois aussi qu'il y a une forme de dynamisation territoriale qui passe aussi par, tout à l'heure je le disais, c'est peut-être naïf comme ça, mais ça l'est pas totalement, l'implication citoyenne. Il y a des endroits où quand le vivier associatif est dynamique, on n'a pas cette désertification, ou en tout cas on n'a pas ce sentiment de déclassement, et pourtant ils revêtent exactement parfois la même typologie géographique et la même typologie sociologique que des endroits où on a un profond sentiment de déclassement. Je suis allé me balader à Chemillé-sur-Dème hier. Par exemple, il y a une vraie vie associative dans ce village, qui draine d'ailleurs autour de lui un certain nombre de personnes qui sont du coup polarisées sur Chemillé-sur-Dème, et qui laissent dans certains endroits d'autres petits villages de la même taille, où il n'y a pas cette vie-là. Eh bien, la vie associative, on en parle avec Sylvie Azot demain. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez venir, à Semblancer, avec José-Manuel Cano-Lopez, parce qu'il y a un vrai secret dans le fait de faire émerger des projets culturels, des projets qui s'appuient sur l'implication citoyenne. Mais il faut effectivement une volonté politique locale. Il faut avoir envie de donner sa chance à la culture dans ces espaces-là, parce que c'est un moyen de faire renaître du vivre ensemble et de retisser du lien social. Et quand il y a du lien social qui se retisse, quand il y a de l'activité, ça ne veut pas forcément des millions, mais c'est une vraie politique culturelle de territoire. Et puis quand c'est pas seulement acheter Presta, hein, c'est effectivement faire renaître du lien social à travers l'activité partagé culturel, et bien je pense qu'on a une vraie clé de développement qui transcende sans doute un tas d'autres politiques qu'on pourrait mettre en place. C'est une clé de développement qui redonne envie de vivre son espace rural et qui rend les gens à nouveau fiers d'être là où ils sont. Et je crois que c'est peut-être le début aussi de la renaissance de certains espaces. Maintenant, sur le plan du commerce, j'ai pas toutes les clés de développement et toutes les solutions, mais je crois vraiment que le fait que de manière transgénérationnelle, de manière transversale à travers les classes sociales qui se mélangent, eh bien, on fait renaître de l'envie d'habiter et du coup des projets, y compris d'ouverture de commerce, etc. Alors, on peut pas tout régler de cette manière-là, mais c'est une des clés. Je pense que Sylvie pourra dire un mot là-dessus peut-être tout à l'heure. Je donne la parole à François sur les partis politiques publics. Tu as dit beaucoup de choses. C'est un problème très, très important parce qu'on assiste à des phénomènes de concentration à tous les niveaux. La campagne vers des villes plus importantes, des villes moyennes vers des métropoles, agglomérations, et puis quand on est métropole, on regarde ce qui se passe par rapport à des capitales nationales. Il y a quand même un phénomène de concentration d'activités qui doit absolument nous alerter. Ça s'appelle l'aménagement du territoire, et par rapport à l'approche libérale, là, il faut une approche maîtrisée, réfléchie. C'est un sujet politique sur lequel il faut bien évidemment un certain nombre de décisions par rapport à ce qui se passe sur des petites villes moyennes, sur des territoires, etc. Pour répondre à votre question, moi je ne serai pas parlementaire dans la prochaine mandature, que pour ça il faut être candidat. Je ne le suis pas. Mais il me semble qu'on doit attaquer ce problème-là avec la même intensité que celle qu'on a mis quand on a essayé d'avoir des politiques de la ville et la politique des quartiers. Je pense que si on veut que les villes moyennes puissent et les petites villes puissent retrouver leur caractère structurant, il faut que se pose, tu as mille fois raison, la question des services. Les services liés à la santé sont extrêmement importants. Mais il faut aussi qu'on se pose la question de l'habitat, la question du commerce. Moi, il y a un gros village, petite ville, où c'était peut-être un peu moins vrai dans la proximité d'une métropole, comme là où nous sommes, mais quand vous allez sur certains territoires du sud de notre région, je peux vous assurer que vous avez une maison sur deux dont les volets ne s'ouvrent plus jamais, que vous avez des commerces qui ferment à vitesse, etc., etc. On n'inversera pas ça, simplement en le constatant. Et je crois on ne pourra pas tout faire,
mais qu'il faut, par des mises en réseau, par des politiques de l'habitat, qui, plutôt que de construire toujours sur du terrain libre, etc., passe par de la réhabilitation des centres. Il n'y a pas de ville et il n'y a pas de village s'il n'y a pas un centre un peu dynamique. Comment on articule les commerces et les services? Donc c'est une vraie politique nationale qu'il faut conduire en la matière. Et en tant que collectivité, moi je le dis volontiers, puisqu'on a mis en place historiquement dans la région Centre-Val de Loire des politiques qui sont des politiques cœur de village, des politiques avec des contrats régionaux de solidarité territoriale. Ces contrats peuvent être mis au service d'une vision globale, cohérente. Il y a autant d'urgence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'urgence à travailler sur la politique de la ville, hein, parce que je suis trop convaincu de ça, mais il y a autant d'urgence à penser la ruralité. C'est quand même le message que nous envoyons nos concitoyens, c'est un message de désespoir. Il peut nous paraître exagéré, on peut s'en tirer en disant ouais, c'est ce qu'ils ressentent, mais c'est pas ce avec quoi on vit, hein, qui est important de travailler. Et là-dessus, je crois qu'on doit entendre le message, l'inquiétude, largement justifiée par une vraie politique publique. Une petite dernière, là, pour l'autre? Non? Ah. Bah, allez-y. Merci. Ben, j'ai plein de choses à vous dire, parce que ça allume. En fait, moi, la métropole, ça me parle pas beaucoup pour l'instant. Ce qui me parle, c'est le quotidien. Et sous les socialistes, en qui j'avais confiance, j'ai vu, entre autres, je vais vous donner plein de détails, que quand on est veuf ou veuve, on se retrouve avec une demi-part en moins, ce que vous avez accepté. Je crois que c'était Fillon qui avait pondu ça. C'était le gouvernement. D'accord, mais mais que je sache, vous l'avez actualisé pendant ce dernier mandat. Non? Ça a été très compliqué cette histoire-là, je rentre pas, c'est très technique, mais alors vous avez raison, c'était le gouvernement Sarkozy qui avait lancé ça, la demi-part, la suppression. Et on l'a pas corrigé, on n'est pas revenu à la situation antérieure, vous avez raison. Et après, on est parti dans toute une série de correctifs, mais visiblement, à vous entendre, ça n'a pas corrigé les effets induits. Non, moi je suis veuve, et je vois bien ce que ça a fait. Sous ce gouvernement, il y a 3-4 ans. Oui, mais le résultat, vous n'êtes pas intervenu pour corriger la situation. Si, on n'est pas, je suis très honnête avec vous, on l'a découvert, c'était parti, parce que c'était le gouvernement précédent. C'est vrai qu'on n'a pas dit, on revient à la situation antérieure, il y avait une raison technique, mais après on a essayé de faire des correctifs sur les seuils et des choses comme ça. Alors après, dans les cas particuliers, je sais pas, mais on s'est beaucoup bagarré. Les députés notamment sont intervenus auprès du gouvernement. Le gouvernement, c'est le ministre Eckert, etc., a essayé de corriger, d'apporter des correctifs aux effets qu'avait donc au total, quand quelqu'un perd son conjoint, il n'y a plus ce souci-là. Il a l'appareil mis, d'après ce que vous dites. Si ça a été corrigé. Non, elle a été corrigée parce qu'il y avait, elle a été compensée. J'ai plus tous les éléments. Ouais. On se trouvera bien à se voir, on en reparlera. D'autre part, je voulais vous parler de cette situation où les gens qui nourrissent les gens qui les soignent, sont les gens les plus mal payés. Je fais ma carrière à l'hôpital, j'ai été 4 mois très en colère, parce que j'ai appris qu'une collègue qui était parfaite touchait 900 et quelques euros par mois, avec 42 ans de CHU, auquel on donne des vacances autant qu'autant, on a une vie de famille compliquée pour 900 euros. Quand on est à l'EDF, on a des maisons pour se reposer, etc., etc. À l'hôpital, il n'y a strictement rien. Si vous avez besoin d'une chambre, voilà, des conditions très différentes. Si, au niveau des retraites, si vous, par exemple, moi je serais décédée. Mon mari pouvait toucher 4 000 euros. Il aurait touché la moitié de ma pension. Pendant qu'il y a des gens comme la collègue dont je vous parle, touchent 900 euros. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça scandaleux. Quand on dit liberté, égalité, fraternité, ça me donne envie de grimper au mur. J'ai vécu des choses depuis 10 ans, que mon mari est décédé sur la violence de propos d'un médecin.
Et je peux vous dire que je connais la vraie vie, parce qu'il y a tout le discours, hein. Moi je vous admire, vous parlez très bien, j'ai envie de vous croire, ça le fait à chaque fois, mais quand on vit le quotidien, c'est tout à fait différent. À savoir, par exemple, que je vis pour l'instant dans un studio de 22 mètres carrés. Quand on est dans un studio de 22 mètres carrés, en général, on n'est pas très riche. La loi n'a pas été corrigée sur le fait, j'ai appris, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle, je vais au municipal, et j'ai appris que les gens qui sont autour des prébendes, que c'est également vrai sur Paris, qu'il y a quelque chose à faire, mais les gens qui sont sur les prébendes où on trouve tous les médecins, dont mon patron, etc., monsieur le maire de Tours, moi je paye 500 € pour 20 mètres carrés, et je connais des gens qui, je dis pas n'importe quoi, d'ailleurs c'était reconnu par le maire, hein. Oui, c'est vrai, vous revenez toujours là-dessus, mais voilà, il faut que ce soit actualisé, mais effectivement c'est fait. Donc il y a des endroits où des gens ont 130 mètres carrés, dans des endroits super, et qui payent peut-être 700 € pour des... Vous parlez du loyer ou de la taxe d'habitation? Je n'ai pas compris. Ce que vous dites, la taxe d'habitation. D'accord. Oui, de la taxe d'habitation. Alors on attend quoi pour actualiser? Parce que j'ai appris aussi que la loi était, enfin quelque chose est passé sous les anciens, le nom m'échappe, et du coup, parce que si on déclarait tant de logements, l'État donnait un supplément à chaque fois qu'il y avait un logement en plus. Donc ça c'est sûr, hein. Je ne dis pas par hasard quelque chose que j'aurais entendu comme ça, c'est sûr. Je ne pense pas que vous puissiez me contredire là-dessus. Voilà. Alors j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais c'est déjà pas mal. C'est moi qui réponds, ouais. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout suivi. Bon, la taxe d'habitation, je l'ai dit tout à l'heure, on sait que c'est un impôt qui est un peu injuste parce qu'il y a des choses qui datent dans la manière dont on analyse la valeur locative, etc. Bon, peut-être vos exemples sont un peu extrêmes, mais c'est vrai que c'est pas parfait. Oui, sur je vous crois. Alors après, ça dépend de la mairie qui régulièrement, les municipalités réévaluent parce que les secteurs et renchérissent un peu la taxe d'habitation. Après, nous, on défend normalement l'idée que la taxe d'habitation, pour le moment, elle porte essentiellement sur la valeur locative du bien que vous occupez, comme vous l'avez dit, avec des distorsions parce que c'est pas actualisé. Nous, socialistes, on défend plutôt l'idée qu'on devra introduire dedans, comme pour les autres impôts, une part à un coefficient lié au revenu. Hein, ce serait beaucoup plus juste. Alors, et en même temps, ça fait des années qu'on dit faire cette réforme-là, elle va pas vite. Bon, alors là, on va bien voir, puisque le président Macron, là, il a proposé autre chose, que j'ai un peu critiqué pour une autre raison. Il a proposé que vous payiez plus de taxes d'habitation. Donc évidemment, ça va résoudre ce problème-là, mais ça va être compensé par autre chose, parce que on va perdre 10 milliards là, les collectivités, donc il va bien falloir retrouver. Donc alors je ne sais pas si c'est sur la CSG, etc. Sur les histoires de pensions, je pense que vous avez voulu évoquer les pensions de reversion, mais là évidemment ça tient la carrière des personnes. Hein. Voilà. Alors, on a une spécialiste des retraites. Là. Peut-être que vous allez la voir après là avec Dany, spécialiste des retraites. Ouais, elle va vous expliquer. Alors, il y avait quoi comme sujet? Voilà, c'est ça. Bon, alors après. La moitié de la retraite. Mais c'est comme ça. Et c'est la pension de reversion, ça. Hein. Non, alors après, ce sur quoi on peut, voilà, c'est compliqué les cas individuels. Mais après, ça, on peut partager votre indignation sur le fait que quelqu'un qui consacre toute sa vie au travail à l'hôpital, si j'ai bien compris, être soignante ou quelque chose comme ça, et un salaire en fin de carrière trop faible. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Hein. Bien évidemment qu'il faut arriver à réévaluer ces salaires. Bien sûr.
ça me fait penser, enfin, à une des propositions qu'il faudra qu'on soutienne, qu'on soutient, c'est après. Et ça, c'est. Mais alors, en l'occurrence, moi, ça me fait penser, franchement, à la question notamment de l'égalité homme-femme, parce que je pense que c'est effectivement des professions qui sont souvent, notamment les temps partiels, bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais sont souvent imposées aux femmes. Et en l'occurrence, la loi sur l'égalité homme-femme, je vois que le Premier ministre actuel avait voté contre. Donc, c'est des questions qui font vraiment référence à ce que j'appelle le progrès. Ce que tout à l'heure François disait, la gauche de progrès, le progressisme. On est vraiment sur ces débats-là et sur ces combats-là. Et je crois vraiment que ça, pour le coup, c'est un argument qui va dans le sens du vote, notamment de la gauche, parce que personne ne défend à droite cette idée-là de faire en sorte qu'on rattrape. La seule personne qui a fait bouger un peu de ligne, c'est madame qui est dans les camps. Simone Veil. Elle s'est impliquée. Mais Christiane Taubira aussi. Hein. Christiane Taubira aussi s'est impliquée. Enfin bref. Je pense que ça sonne la fin de la récré. Je voulais dire un mot. Alors, je vais faire une petite page de pub. Là, je vous invite quand même. On a essayé de développer aussi les aspects de démocratie qu'on voulait créer autour de la fonction de parlementaire. Donc, je vous invite à vous inscrire. Donc, il doit y avoir des papiers. Il faut mettre dans l'urne là-bas si vous voulez candidater. Voilà, moi, je trouve que c'est original. C'est une campagne où on invite les autres à candidater. C'est bien ça, non? Alors, on va peut-être arrêter là puis continuer à discuter entre nous. Parce qu'il y a les tambours, là, je sais pas, ils vont nous attaquer, je sais pas trop ce qui se passe. Écoutez, moi, il me reste à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous, de pas hésiter à faire campagne, à dire tout le bien que vous pensez de nous, et puis sinon, de continuer à échanger aussi pour enrichir à la fois notre démarche et puis préciser nos propositions. Merci à tous et bonne soirée.